l'orfèvrerie. Et c'est lui qui a remis en honneur, en Europe, au début du siècle, la dinanderie, qui est l'orfèvrerie des métaux pauvres. J'ai même une photo où on me voit là en train de regarder mon père qui est occupé à rétreindre une pièce de métal pour faire cette montée au marteau des pièces de dinanderie. Et puis par la suite, nous avons eu l'avantage, mes frères et sœurs et moi, puisque nous étions 6 enfants, d'habiter sur les lieux mêmes des ateliers. Si bien qu'au fur et à mesure que ces ateliers se sont développés, nous pouvions aller de l'un à l'autre, quand nous rentrions du collège, de l'école alsacienne, et voir ce qui se faisait dans chaque atelier. Et avant d'y mettre nous-mêmes la main, nous étions déjà bien instruits des choses à les voir faire. Mon père a fait aussi des épées d'académicien, avec des incrustations, comme celle que j'ai montrée sur le boîtier de montre, dans de l'acier. Ici, le fourreau, il l'a incrusté de coquilles d'œufs. L'épée de Maître Henri Robert, ici de Fortuna Strovsky, des épées d'académiciens. Et puis après la guerre 14-18, les Américains ont demandé à mon père de faire un casque d'honneur pour le maréchal Foch. Et voici ce que mon père a fait, aussi en acier repoussé, avec incrustation d'or et d'argent. Et il avait fait aussi pas mal de bijoux. Joséphine présente ici un bracelet manchette en or avec de la laque, et puis elle a aussi ici une petite boucle d'oreille qui enveloppe le lobe et qui est en or laqué. Je me rappelle mon père dans son tablier de cuir tel que vous le voyez sur le portrait qu'il a fait de lui-même pour être exécuté en mosaïque. Et je garde un souvenir de lui très, très chaud, très lumineux, très ému. C'était vraiment un homme assez exceptionnel. J'ai ici 2 exemples de ces paravents très modernes, très cubistes que mon père faisait autour de l'exposition de 25, de l'époque 25. Il y a celui-ci en laque noir et argent. Il y a celui-là que j'aime beaucoup, qui était un fond de laque plomb, et avec 2 grands carrés de laque gravé, qui était très beau, qui avait 1,70 m de haut à peu près. Oh, que c'est un joli petit salon, un breakfast room qui a été fait pour un riche américain qui habitait San Francisco. Entre les 2 guerres aussi, les parents sont en laque noire avec des poissons japonais. La table était en laque argent rose. Puis alors la pièce qui est importante de l'exposition de 25 est ce fumoir que mon père avait fait pour une ambassade française à l'étranger. Ici il y avait un vase en laque d'or, un fumoir tout en laque noire avec un plafond en laque argent. Un plafond pour fumoir qui montait très haut. Le mobilier était aussi de mon père. C'est en 1931 qu'il a été demandé à mon père le plus grand travail qu'il ait encore fait jusqu'à cette époque-là. C'était un travail pour le paquebot l'Atlantique, pour l'Amérique du Sud. Et là, il a eu à faire 4 angles dans le salle à manger des premières classes de ce paquebot. Il a prévu là des panneaux avec des plantes assez stylisées et quelques animaux. Le voilà ici encore, qui travaille sur l'un d'eux, avec des animaux un peu hors de proportion, plus grands que nature. En voilà un 3e. C'était des laques mat sur un fond de laque argent. Et puis alors ici, nous sommes dans l'atelier, mon père et moi, dans ce grand atelier. Et il y a ici un de ces angles de panneaux en laque argent pour l'Atlantique, et ici des éléments d'une frise d'un salon ovale, qui était tout en laque noire et or. C'était un ensemble d'une grande beauté aussi sur ce paquebot, et c'est bien dommage qu'il ait été perdu par le feu. On vous voit avec votre père, là. Oui, là, je suis là en bas, en train de le regarder, lui poser une question peut-être sur un élément du travail. On sent votre admiration pour lui. Hein? Ah, c'était un beau temps, ce temps de notre collaboration, là, ma collaboration avec mon père. Puis ensuite, il y a eu 35, le paquebot Normandie. Il avait fait là les jeux et les joies de l'homme.
ces panneaux avaient 4,50 m sur 5 mètres. Les personnages y étaient grandeur nature. Nous avons travaillé là pendant plus d'une année. Je ne me rappelle plus le nombre de feuilles d'or que nous avons employées, mais je sais que nous avons fait 1200 mètres carrés de lac d'or unis, sans compter les panneaux décoratifs. Puis la guerre est arrivée. Et dès le 12 mai, sur le plateau d'Anut, en Belgique, j'ai été fait prisonnier par les chars allemands. Toujours est-il que j'ai passé 5 ans en captivité en Allemagne, dans un camp d'officiers. Je m'étais marié en 1931, j'avais 2 enfants, j'avais donc laissé ma femme. Et puis mon père, qui voyait la guerre, cette deuxième guerre qu'il allait vivre, d'un œil très sombre. Alors la France abat, et puis au bout de quelques mois, j'apprends que mon jeune frère Jean-Louis, qui était à l'école de Saumur, qui était élève à l'école des Beaux-Arts pour l'architecture, puis qui était à l'école de Saumur comme élève aspirant de cavalerie, j'apprends que mon frère a été tué dans la défense de Saumur, à 21 ans. Cet ensemble de désastres m'a porté à réfléchir. Et je me suis demandé si la ligne de conduite que j'avais adoptée dans la vie jusque-là, si cette espèce de philosophie, appelons-la comme ça, personnelle que j'avais sur la manière de voir les choses, une espèce d'épicurisme, de profiter de la vie comme elle vient et d'aimer les belles choses, si c'était une bonne voie, parce que je me trouvais devant des catastrophes que je n'avais pas envisagées. Et là, je me suis mis à chercher, à réfléchir. Alors j'ai commencé à faire des tours de camp avec tous les moines et les prêtres, officiers comme moi, qui étaient prisonniers dans ce camp. Et puis, par curiosité aussi, avec les 3 pasteurs protestants qui se trouvaient là aussi, puisque j'étais d'origine protestante. Et puis nous avons beaucoup parlé, discuté, etc. Et ça n'avançait à rien. Puis un jour, où je faisais un tour de camp, un énième tour de camp, avec le pasteur protestant le plus ancien, là, qui était un commandant du génie à 4 galons. C'était donc un homme qui avait la tête sur les épaules, c'était en somme un ingénieur, qui avait une vocation tardive. Voilà, petit pas que dans la conversation, je dis à cet homme-là, je lui dis, écoutez, mettons encore qu'il puisse y avoir un Dieu, mais Jésus-Christ, ça, je ne peux pas le gober. Alors il me répond, moi j'aime beaucoup Jésus-Christ. Mais il me dit ça comme vous me diriez, j'aime beaucoup ma mère. Si vous me dites j'aime beaucoup ma mère, je comprends que vous avez une mère, qu'elle est encore vivante, et que vous l'aimez. Il me dit ça sur ce ton-là, de cette manière-là. Alors là, il s'est passé quelque chose. J'ai eu la révélation, de sorte, que Jésus est vraiment le Christ, c'est-à-dire le Fils du Dieu vivant, du Dieu créateur, du Dieu de la Bible. Et voilà comment ma vie a été alors complètement transformée à partir de ce moment-là. Et ce moment où j'ai fait la connaissance de Jésus-Christ rejaillit en quelque sorte sur mon passé, comme il a transformé toute ma vie depuis lors, et comme il se projette sur tout mon avenir. J'aime souvent en travaillant écouter de la musique, et écouter en particulier Bach. Je me dis ça souvent dans mon cœur, j'aimerais faire de la laque comme Bach faisait de la musique.
je le lis d'ici, porte, élevez vos linteaux, ouais. élevez-les, portes éternelles. Que le Dieu de gloire, le roi de gloire fasse son entrée. Alors je voulais faire là une succession de sombre et de clair pour évoquer un agrandissement de portes, un agrandissement de champs, comme vous diriez peut-être, et jusqu'à une sorte de lumière infinie vers le haut, je pense, avec ce jaune, ce tilleul là, qui est très lumineux dans les ponçages en lac. Avoir une idée de cette ouverture de porte pour que le roi de gloire entre, qui est évidemment l'évocation du retour de Jésus dans son règne, et puis qui est en même temps l'ouverture du cœur pour que Christ vienne y habiter. On est toujours assez fermé, et même à Dieu, on a toujours une tendance à garder certaines portes fermées. Nous conservons des petites choses qui ne sont pas encore à lui. Et j'ai fait un paravent, justement, qui évoque cette idée sur un poème de Rabindranath Tagore, traduit par André Gide, là, qui évoque un mendiant sur la route, qui tend la main pour mendier, et puis tout à coup, il aperçoit le char du Seigneur qui arrive dans la poudre d'or de la route, et, surprise, le char s'arrête à sa hauteur. Le Seigneur descend, et le Seigneur lui tend la main. Alors il pense à part lui, quelle est cette chose extraordinaire que le Seigneur me tende la main pour mendier, à moi qui suis mendiant. Alors il ouvre son sac et il en sort un petit grain de blé qu'il met dans la main du Seigneur. Le Seigneur prend le grain de blé, remonte dans son char, s'en va. Et le soir, quand le mendiant est dans son coin pour manger et dormir, il ouvre son sac et il y trouve un grain d'or. Alors il dit, que ne t'ai-je donné mon tout? Et ce poème, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il s'adapte très bien à la vie chrétienne où on veut toujours retenir quelque chose. Et évidemment, à chaque fois qu'on retient quelque chose, on perd énormément. Et Bach aide au moment de la création. Ah, Bach m'aide beaucoup au moment de la création. Il m'aide beaucoup. Oh, le genre chef-d'œuvre est un genre difficile, vous savez.